Natalia Gorbanevskaya est une jeune mère de 32 ans. Elle décide d'aller sur la place rouge dénoncer la chronique. Et Natalia a toutes les raisons d'être prudente. Elle sait que la chronique la surveille. Notamment la chronique, elle était envoyée à l'étranger et ensuite elle était lue dans les stations de radio qui étaient écoutées de façon illégale en Union soviétique. Après notre analyse du pilote, on s'attaque aujourd'hui au deuxième épisode. Contrairement au premier, les événements de celui-ci se déroulent dans un monde assez moderne, il est plus fantaisiste, situé dans un futur où la frontière entre la télévision et la réalité est presque invisible. Cependant, les deux épisodes restent liés dans le sens où ils pointent du doigt plusieurs pratiques et comportements sociaux d'une façon dérisoire, bien évidemment. Et cet épisode en est très représentatif de par le nombre d'éléments critiqués. Comme pour le premier épisode, je vous fais le topo de celui-ci. Alors ça se passe dans un monde futuriste, une sorte de société où chacun est destiné à servir le système. Pour faire simple, tu vis une vie normale a priori. À 21 ans, tu rejoins une sorte d'organisation où tu fais du vélo non-stop. Et au fur et à mesure que tu pédales, tu récupères des sortes de crédits qui te permettent de manger, de te divertir, etc. Bref, vous l'aurez compris, c'est clairement une satire de la société actuelle, aka une société basée sur la routine, la consommation, la soumission au système. Alors vous devez savoir que cet épisode est gorgé de critiques. Je ne vais pas toutes les aborder bien sûr, et du coup j'en ai sélectionné les plus importantes. Si vous avez un minimum de QI, vous aurez compris que cet épisode est une vaste critique de notre société actuelle. Bien évidemment, ça reste exagéré et très pessimiste. Par contre, s'il y a une chose qui n'a pas été accentuée, c'est bien la pub. En effet, la pub est partout. D'autant plus que les murs sont des écrans, la pub y est omniprésente. C'est tellement présent que ça en devient du harcèlement, et d'ailleurs, on le voit lorsque Bing, le personnage principal, ferme les yeux pour ne plus voir de pub. Un message d'avertissement s'affiche sous peine de se voir retirer de tout son argent. Cela rappelle bien évidemment notre société où à présent, la pub est partout, qu'on en veuille ou non. La première chose que l'on remarque dans cet épisode, c'est l'effet répétitif, créant un peu une sorte de redondance. Pour certains, ça peut paraître long, mais d'un autre point de vue, cela fait partie des manières d'aborder la routine et de son côté destructeur que je trouve pas mal. Ici, tout le monde travaille dans des tours d'où l'on ne sort jamais, condamné à pédaler sur des vélos afin d'alimenter en énergie la société. Les personnages font quasiment tous la même chose, ils vivent dans des cages à lapins, mangent la même chose et s'habillent de la même manière. Leur vie est donc similaire et rien ne les différencie. Bon, je rappelle quand même qu'ils ont accès à certains divertissements, entre de grosses guillemets, sur leur écran. Ils peuvent créer des avatars, jouer à des jeux, rien d'anormal, qu'ils payent bien évidemment grâce à l'argent récolté en pédalant. S'il y a bien un message que veut transmettre cet épisode, c'est la dénonciation du contrôle du système. Alors pour prouver ça, on a l'exemple des deux personnages principaux, Bing et Abby. Ébloui donc par le talent de chant de Abby, Bing lui donne tout ce qu'il a comme crédit pour qu'elle participe à un jeu télévisé qui pourrait lui permettre de sortir de son quotidien. Celle-ci tente sa chance, mais soumise à la pression des jurys, elle finit par devenir actrice pour adultes, ce qui rend fou notre ami Bing. Celui-ci donc décide de se venger et collecte la somme nécessaire et y participe. Une fois sur scène, il suspend sa prestation, menace de se suicider et fait un discours véhément où il dénonce l'injustice du système. Les juges considèrent son discours comme une performance et lui proposent de créer sa propre émission sur ce concept qu'il accepte finalement. Donc voilà l'exemple du contrôle qu'exerce le système. Nul ne peut y échapper et aucune rébellion et prise de conscience n'est finalement possible. Au final, on tire deux leçons. D'un côté, il est impossible de s'exprimer librement sans mettre sa vie en danger, et d'un autre côté, on se rend compte que le système finit toujours par l'emporter et on se soumet quoi qu'il en soit. Pour finir, cet épisode, comme le premier, mais à des proportions plus élevées, se situe dans un monde aux allures de dystopie. Il est particulièrement fort puisqu'il parvient à être à la fois le plus éloigné dans le temps et pourtant le plus représentatif de la société vers laquelle nous évoluons. Ici, les thèmes dénoncés et abordés sont nombreux et j'ai omis naturellement d'en mentionner certains, comme la banalisation de l'hypersexualisation, la gloire des câlins de beauté, le rejet des individus hors normes, la course à la gloire, au profit, au confort et j'en passe. On note également que le dénouement est particulièrement terrible car il s'adresse directement à nous. Qu'on le veuille ou non, nous ne pouvons pas échapper au système ni nous y opposer. Néanmoins, la scène finale reste ambiguë. Celle-ci dévoile brièvement la nouvelle vie de Bing qui a accepté le confort et la compromission. C'est au niveau du dernier plan qu'on le remarque. Bing se met à contempler une immense forêt au dehors, mais là on ne sait pas si c'est réellement un paysage extérieur ou un écran projetant une image. Nous aimerions que vous ne parliez pas de la chronique. Ne mentionnez même pas son existence.